C'est parti. Aujourd'hui, un foyer français, en moyenne, ses ordures ménagères sont composées pour 30% de biodéchets ou de déchets organiques. Ce sont des déchets qui sont gorgés d'eau, à 80 voire 90% pour les déchets alimentaires. Et lorsqu'on met ce type de déchets dans nos ordures ménagères, ces déchets vont être collectés pour être incinérés. Or, brûler de l'eau, c'est un non-sens. En compostant, on peut prélever toute une partie de nos ordures ménagères, environ 30%, et alléger d'autant le volume de nos déchets, mais surtout, ces déchets qui ne seront pas collectés et incinérés vont être valorisés de manière beaucoup plus intéressante grâce au compostage. En diminuant le volume global des déchets ménagers collectés, il y a moins de tournées des camions d'ordures ménagères et donc un impact environnemental moindre. On se limite uniquement aux déchets d'origine végétale. Ce sont essentiellement les déchets d'origine alimentaire, épluchures de fruits, épluchures de légumes, ou restes de fruits et de légumes qu'ils soient crus ou cuits. C'est également le thé ou le café. Le marc de café, ça fonctionne très très bien. Le thé en vrac, ou si on met un petit sachet, on coupe le haut du sachet pour retirer la ficelle et l'étiquette. Et puis ce sont ces petits déchets verts liés au désherbage ou à ces travaux de jardinage. On ne met surtout pas de matière d'origine animale ou des restes de produits laitiers par exemple, ou enfin de l'œuf, car cette matière en se décomposant peut sentir très fort. Chaque utilisateur, il a un seau qui est fourni par GPSO. Dans ce seau, il prépare des épluchures, par exemple, de fruits, de légumes qu'il n'utilise pas. Cette matière qu'on appelle la matière humide, on la mélange ensuite avec la matière sèche. Il existe 4 grands types de matériel de compostage que GPSO propose gratuitement à tous les habitants du territoire qui en font la demande. Le premier type, ce sont des composteurs de jardin classiques destinés aux personnes qui habitent en pavillon. Le deuxième type de composteur, pour les personnes qui habitent en habitat vertical, donc en immeuble, ce sont des lombricomposteurs ou petits composteurs d'appartement. Nous accompagnons également des projets de compostage collectif en pied d'immeuble. Et enfin, les composteurs de quartier tels que celui que nous sommes en train d'installer et qui sont destinés aux habitants d'un quartier dans l'espace public. Alors, on est un groupe des voisins et des voisines, en fait, qu'on a réfléchi à pouvoir créer ou mettre en place un composteur. Et tout ça, ça crée vraiment un engouement de l'écologie, l'attention à ce que l'on mange, comment on fait gérer les déchets, à tel point que une grande partie des personnes ont mesuré qu'ils jettent une seule poubelle par semaine, puisque tout le reste, c'est la matière organique qui décompose. Ce qui m'intéresse dans le fait de faire ça, c'est d'avoir du bon terreau pour planter mes fraises et mes tomates sur mon balcon. Ce bac est plein, avec de la matière qui est en cours de maturation. On commence à ne plus reconnaître les déchets qu'on y a mis. Et d'ici quelques mois, eh bien, on aura vraiment du compost mûr qu'on pourra récolter pour l'utiliser dans ses plantes d'intérieur, sur ses balconnières ou pour son jardin. À l'heure actuelle, on est une trentaine. Il y en a 15 personnes en liste d'attente, tellement c'est vraiment prend une certaine ampleur. Tous ces types de démarches sont très simples. Il suffit de se trouver un très copain, un très voisin, et après faire la démarche nécessaire auprès des GPSO qui va vous mettre en contact avec les personnes et les formulaires nécessaires à remplir. Donc c'est vraiment accessible à tout le monde. Les bons gestes, ça commence par ici. Les bons gestes, ça commence par ici. Les bons gestes, on peut dire qu'on commence par ici. Les bons gestes, ça commence par ici. Merci Alban d'avoir arrêté la vidéo. Alors voilà, c'est une petite vidéo voilà, un peu introductive pour vous mettre dans le sujet. Et tout de suite, je vais vous lancer un petit sondage pour que voilà, on sache un peu quel auditeur on a avec nous pour que Olivier puisse adapter son contenu. Alors, je vais vous lancer un petit sondage.
Si je peux me permettre, donc, Alban, pendant le petit sondage, en fait, là, vous avez eu un petit film introductif qui vous montre les différents aspects de l'offre de GPSO en matière de compostage. Je vous expliquerai, mais c'est déjà introduit dans le film, pourquoi c'est intéressant à la fois pour la collectivité et pour les particuliers. Vous avez vu un site de compostage de quartier. Là, l'atelier est destiné surtout au compostage à titre individuel en pavillon ou donc au lombricompostage. Donc, bien sûr, je vais me focaliser là-dessus. Après, si vous aviez des questions en lien avec d'autres modes de compostage, bien évidemment, j'y répondrai. Mais là, le petit quiz d'Alban que je vais lui laisser le lancer permettra de savoir voilà, quelle est votre situation, si vous êtes plutôt en pavillon ou plutôt en habitat vertical et intéressé par le lombricompostage. Et d'ailleurs, si vous pratiquez déjà ou si vous envisagez de vous lancer. Très bien. Alors, je le lance. Ça marche. Donc voilà, Alban, si tu veux, je peux continuer sur le quiz. Donc voilà, pour savoir un petit peu à qui on a affaire et pour orienter moi aussi mon intervention, on vous invite à répondre à ce petit quiz pour savoir quelle est votre situation, si vous habitez en maison individuelle ou en appartement. Si vous êtes plutôt intéressé, bien sûr, par le compostage de jardin, selon que vous soyez en pavillon ou peut-être que vous bénéficiez, par exemple, d'une parcelle de jardin partagée, ou par un lombricomposteur si vous habitez en appartement, mais on peut aussi utiliser un lombricomposteur quand on habite en pavillon. Si vraiment c'est le début pour vous, que vous ne savez pas, vous avez le droit de dire que vous ne savez pas. Et puis savoir, voilà, si vous pratiquez déjà le compostage ou si vous souhaitez éventuellement vous lancer et si cet atelier, je l'espère, vous permettra d'en savoir un petit peu plus et de vous motiver pour vous lancer dans la démarche. Donc, merci pour vos réponses, ce qui Alors, me il reste permettra moi aussi une voilà, personne qui n'a d'adapter pas mon discours. répondu. 4 sur 5. Je laisse encore quelques secondes et puis, comme ça, je divulgue les résultats. Oui, il reste encore une personne. N'hésitez pas à nous dire si vous n'y arrivez pas ou autre. Bon, après, l'essentiel, c'est d'avoir un petit aperçu. Voilà, hein. Si tout le monde ne peut pas participer ou ne souhaite pas, c'est pas dramatique. Oui. Mais ça permettra d'être plus efficace dans le temps qui nous est imparti. Et là, c'est bon. Normalement, les résultats Parfait. s'affichent. Donc, on a 100% de personnes parmi celles et ceux d'entre vous qui nous avaient rejoints ce matin, qui habitent manifestement en pavillon et donc qui est intéressés par le compostage en pavillon. Donc, c'est très bien, ça va me faciliter aussi la tâche. On a quand même une personne qui ne sait pas trop. Je parlerai quand même un petit peu du lombricompostage, au gré aussi des questions que n'hésitez pas à poser dans la partie réservée aux questions-réponses. Et puis, on verra si on a suffisamment de temps pour un échange en direct pour les questions auxquelles je n'aurais peut-être pas répondu. Alors, je vais juste vous parler de manière très, très générale, encore un petit peu quand même, du compostage et de l'offre de GPSO. Pourquoi c'est intéressant pour la collectivité de proposer du matériel de compostage à ses habitants? Tout simplement parce que, comme c'était indiqué dans le petit film, aujourd'hui, quand on jette dans ces ordures ménagères ces épluchures de fruits et légumes, en tout cas ces restes alimentaires, ces déchets qui sont gorgés d'eau vont être incinérés. C'est-à-dire qu'on paye pour collecter, c'est un prestataire qui collecte ces déchets et qui va les emmener à l'usine Icéane, qui se trouve sur les bords de Seine. Vous savez peut-être d'ailleurs où ça se situe, côté Issy-les-Moulineaux, en face des locaux de TF1. La façade est très discrète, elle est très végétalisée. C'est ici également, dans cette usine Icéane, qu'on collecte les déchets recyclables, tous les emballages recyclables, c'est-à-dire les déchets que vous mettez dans les bacs d'ordures à couvercle jaune, qui vont être séparés par matière et partir vers des filières de valorisation de ces matières premières. Et le reste des déchets qu'on met dans nos ordures ménagères va être brûlé pour générer de la vapeur d'eau, qui fait tourner des turbines, qui génère de l'électricité, qui est remise dans le réseau afin de participer au chauffage urbain notamment, au chauffage d'équipements publics. Sauf que, tel que c'est dit dans le film,
ces déchets qu'on met dans nos ordures ménagères, pour les déchets alimentaires notamment, sont composés d'eau à 80 voire 90%. Et donc payer pour collecter et brûler de l'eau à hauteur d'environ un tiers de nos ordures ménagères, c'est un non-sens. Sauf que vous qui êtes en maison individuelle, cette moyenne de 30%, ça comprend à la fois les habitants en habitat vertical, donc en appartement, et les habitants en pavillon qui ont la chance de bénéficier comme vous d'un jardin. Or là, bien évidemment, le volume des déchets verts ou des biodéchets ou des déchets organiques est beaucoup plus considérable. Et donc, eh bien, raison de plus pour valoriser ces déchets autrement qu'en les jetant, puisque nous ne sommes pas censés, vous n'êtes pas censé mettre ces déchets verts dans les bacs d'ordures ménagères, encore moins dans les bacs de tri sélectif. Il y a deux solutions qui se présentent à vous en habitant sur le territoire de GPSO, sachant qu'il n'y a pas de collecte aujourd'hui des déchets verts sur le territoire de Grand Paris Seine-Ouest, contrairement peut-être à d'autres collectivités voisines. Notamment, moi, mon bureau se trouve à la Maison de la Nature et de l'Arbre de Meudon, à la limite de Clamart. Sur Clamart et sur la collectivité dont fait partie la ville de Clamart, il y a une collecte des déchets verts. Ce n'est pas le choix qui a été fait à GPSO par nos élus. Aussi peut-être pour éviter d'augmenter trop la fiscalité locale, parce que dès qu'on met en place une collecte, c'est un coût financier, mais aussi un coût environnemental. Donc les deux solutions qui s'offrent à vous, eh bien, c'est soit si vous avez des très gros volumes, beaucoup de tontes, des haies à tailler, de l'élagage à faire, etc., d'apporter ces déchets verts en déchetterie. La seule déchetterie qui les accepte sur notre territoire se trouve au niveau des hauteurs de Sèvres et la nationale 118 au carrefour des Bruyères. Donc là, il faut aller sur le site internet de GPSO ou sur le site du SICTOM, qui est le syndicat de collecte des ordures ménagères qui gère aussi l'usine Icéane dont je vous ai parlé, afin d'obtenir un badge. Si vous êtes habitant du territoire, vous aurez accès et vous aurez tous les détails sur les conditions d'accès de cette déchetterie. Et là, vos déchets verts, en grosse quantité, en gros volume, seront valorisés puisqu'ils seront apportés sur une plateforme de compostage ou méthanisés. L'autre solution, c'est de composter ces déchets verts avec du matériel fourni gratuitement par Grand Paris Seine-Ouest. Ce seront autant de déchets que vous n'aurez pas à apporter en déchetterie, qui n'auront pas besoin d'être collectés et que vous pourrez valoriser sur place. On parle beaucoup de circuits courts depuis quelques années. L'intérêt du compostage, eh bien, c'est que du coup, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer pour apporter ces déchets en déchetterie et vous pourrez valoriser ces déchets en récupérant du compost qui est ni plus ni moins qu'un terreau, un terreau organique que vous pourrez utiliser bien, pour votre jardin sur n'importe quel type de végétal, aussi bien sur par exemple des plantes potagères si vous avez un carré potager parce que ce sont des plantes qui sont très gourmandes en azote notamment pour leur croissance et leur fructification, que en pied d'arbre, que sur vos massifs de fleurs ou vos plantes d'intérieur ou même sur du gazon, sur de la pelouse. On peut très bien répandre du compost qui va favoriser la qualité du sol et le vivant dans nos sols. Donc GPSO, du coup, propose gratuitement du matériel de compostage à tous les habitants qui en font la demande. Sur notre territoire, pour les particuliers en pavillon que vous êtes, on propose, et là je vais tourner un petit peu la caméra, ce type de composteur. Ce sont des composteurs, voilà, ce que vous voyez ici, là, vous le voyez conditionné. Ce sont des composteurs en plastique, mais en plastique recyclé, qui font 400 litres, qui sont très, très faciles à monter. Et pour les obtenir, il suffit en fait d'appeler le numéro vert, enfin le numéro gratuit pour être exact, c'est le 0800 10 10 21. Ce numéro, vous pouvez le trouver sur n'importe quel site de support papier ou également sur Internet, sur le site Internet de GPSO. C'est le moyen qu'on vous invite à utiliser pour obtenir donc, du matériel de compostage. Votre demande sera enregistrée et vous serez mis en contact avec notre fournisseur pour être livré à domicile, à la fois d'un composteur comme celui que je vous ai montré conditionné, mais également vous recevrez ceci, ce qu'on appelle un brasse compost. C'est une spirale métallique en fait qui permet, quand le bac commence à se remplir un petit peu, de l'insérer dans le compost et de tirer vers soi pour pouvoir faciliter le brassage et l'oxygénation du compost qui est indispensable pour obtenir un bon compost et surtout pour éviter certaines nuisances qui peuvent arriver, j'en parlerai. Et d'autre part, ce qu'on appelle, alors un peu pompeusement, un bio-seau. Ça n'est ni plus ni moins qu'une petite poubelle de cuisine qui vous permet de stocker pendant quelques jours vos déchets alimentaires notamment, pour ces déchets que vous souhaiteriez également composter et pour les apporter jusqu'au composteur. Pour le moment, en tout cas, GPSO ne propose que ces bacs en plastique, comme je le dis, en plastique recyclé, tout simplement parce qu'ils sont plus faciles à monter, plus faciles à déplacer également. Si vous n'êtes pas très bricoleur,
c'est pas très compliqué de monter un bac en bois, mais ça demande quand même un petit peu de visserie, un petit peu de savoir-faire. Là, ce sont simplement des gonds comme des gonds de porte, en fait, qui s'emboîtent les uns dans les autres. Ça se monte en 5 minutes. Et puis, ben, le bois, certes, ça peut sembler plus écologique, mais là, on est quand même dans l'économie circulaire avec ce plastique recyclé. Et le bois reste un matériau putrescible, donc qui peut potentiellement se dégrader plus rapidement que les composteurs en plastique que nous proposons. Ce matériel, j'insiste, est gratuit, de même que les autres éléments qui l'accompagnent. Et pour pouvoir en bénéficier, donc vous pouvez simplement appeler le numéro gratuit que je vous indiquais. Je crois qu'il sera visible ou rappelé hein, à l'issue de l'atelier ou sur le site du webinaire, ce numéro 0810 10 21, pour que votre demande soit enregistrée et pour que vous soyez livré à domicile. Un rendez-vous sera pris hein, pour convenir d'un jour et d'un horaire de livraison. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà quelques questions, mais pour rentrer, on va dire, dans l'aspect concret du compostage, il y a quand même quelques règles à respecter. En fait, il y a beaucoup de chapelles sur le compost. Je ne dirais pas qu'il y a autant de façons de composter que de gens qui compostent, mais presque. Malgré tout, il y a quelques règles de base à respecter pour que ça se passe bien, pour avoir du compost de qualité et pour éviter d'éventuelles nuisances qui peuvent arriver. Ce n'est pas systématique, hein, heureusement, et c'est de toute façon tout à fait réversible. La première, c'est qu'on ne composte que de la matière organique, c'est-à-dire de la matière issue du vivant. Ça peut être de la matière d'origine végétale ou d'origine animale, mais en milieu urbain, en tout cas sur le territoire de GPSO, on proscrit formellement le fait de mettre de la matière d'origine animale dans le composteur, comme c'était indiqué dans le petit film, que ce soit des restes de viande, de poisson, os de poulet, arêtes ou fruits de mer ou crustacés, mais également produits laitiers, comme des croûtes de fromage ou des restes alimentaires avec de la crème fraîche ou du fromage blanc, et également l'œuf, la coquille, c'est un petit peu différent, mais l'œuf proprement dit, parce que ces matières, certes, elles peuvent se composter, mais en se décomposant, elles peuvent générer des odeurs extrêmement nauséabondes qui peuvent du coup créer des nuisances olfactives à la fois pour vous, en tant qu'utilisateur, mais également pour votre voisinage. Le but du compostage, c'est pas de créer des conflits de voisinage. Donc, on déconseille en milieu urbain de composter la matière d'origine animale et de se contenter uniquement, ce qui est déjà pas mal, des déchets verts, c'est-à-dire de la matière végétale. Si vous êtes en pavillon ou en jardin, vous ne manquez pas de matière végétale, certainement, entre la tonte, les lagages, les feuilles mortes ou le désherbage. Donc ça, c'est la première règle importante à respecter. La deuxième, eh bien, c'est que plus ce qu'on met dans le composteur est réduit en petits morceaux, plus le processus sera rapide et efficace. Pourquoi? Parce qu'un composteur, ça n'est jamais qu'une grosse boîte vide, sans fond, qu'on pose sur la terre ou en tout cas sur un sol enherbé. L'essentiel de ces déchets étant composé d'eau, une partie de l'eau va s'évaporer sous l'action de l'air, du soleil, de la chaleur. On a des températures un peu plus douces, heureusement, depuis quelques jours. Et une autre partie en fait, de cette eau va former des jus, comme dans une cafetière traditionnelle hein, qui va percoler, et ces jus vont être absorbés par le sol. Et ce sont ces jus, riches en azote notamment, qui vont attirer toute la microfaune du sol, à commencer par les vers de terre, mais également des cloportes, des colemboles, mais des bactéries, des champignons. Bref, toute une petite vie qui grouille sous nos pieds. L'essentiel de la biomasse sur Terre ne se trouve pas sur Terre. Alors, je ne vais pas vous parler d'extraterrestres, hein, mais elle se trouve sous Terre, sous la surface du sol. Et donc, eh bien, ce sont ces micro-organismes qui vont venir remonter à la surface, se nourrir de ces déchets et en s'en nourrissant, vont les fragmenter, les transformer jusqu'à obtenir du compost mûr. Donc, si vous avez juste des épluchures de fruits et de légumes très fines, épluchures de pommes, de carottes, de courgettes, vous pouvez les mettre telles quelles. Par contre, si vous faites de l'élagage, par exemple, de votre haie et que vous mettez des branchages dans votre composteur, bah, ça va mettre un temps infini à se composter. L'idéal, c'est de pouvoir, par exemple, broyer le produit de son élagage. Alors, inutile d'aller acheter une broyeuse qui peut être coûteuse, surtout que si vous achetez une broyeuse bas de gamme et que le diamètre des branches que vous allez émettre dépasse d'1 mm le diamètre autorisé, vous allez faire exploser, enfin pas exploser, mais endommager votre broyeuse. Ce serait dommage, vous pouvez parfaitement la louer. Vous pouvez éventuellement, d'ailleurs, sur différents sites de partage de biens ou de services, mutualiser l'usage d'une broyeuse pour pouvoir réduire en copeaux, en éclats de bois, le produit de l'élagage de vos haies, par exemple. Et ça, c'est une matière qu'on appelle matière carbonée ou encore matière brune, ou le terme le plus souvent utilisé par facilité de langage, matière sèche, qui est indispensable au bon fonctionnement du composteur pour équilibrer les apports entre la matière humide d'un côté, riche en eau et en azote, ça peut être la tonte, ça peut être vos déchets alimentaires donc d'origine végétale, et de l'autre côté, cette matière brune carbonée ou matière sèche
peut être dans l'idéal du broyat, mais ça peut être aussi toutes les feuilles mortes que vous récupérez dans votre jardin, ou et également, à défaut, quand on en vient à en manquer dans la saison, notamment actuellement au printemps, du carton, comme celui-ci, un carton brun recyclé, non teinté dans la mesure du possible, hein, non coloré. Et ça, on en trouve facilement quand on commande sur Internet. Je ne citerai pas de grande marque, mais ça peut être aussi les rouleaux de papier essuie-tout, les rouleaux de papier hygiénique ou ces boîtes d'œufs. C'est aussi ce qu'on appelle de la matière carbonée ou de la matière brune ou encore, enfin, matière sèche. Et ça, c'est la troisième règle, c'est que il faut assurer un bon équilibre entre les déchets mous, humides, riches en eau d'un côté, et la matière brune carbonée ou matière sèche de l'autre, qui elle est riche en fibres et riche en carbone. On peut aller jusqu'à 50% en fait de chacune des deux matières. Pour assurer cet équilibre, d'abord entre l'azote d'un côté et le carbone de l'autre, donc ça vous permettra d'avoir un compost de bonne qualité. Et puis parce que eh bien, si vous ne mettiez que des matières molles, humides dans votre composteur, je pense notamment à la tonte, parce que si vous avez un jardin avec une grande pelouse et des grosses quantités de tonte, ça peut faire très vite des gros volumes de matière qu'on met dans le composteur. D'abord, ça va vite encombrer le composteur, hein, dont la capacité n'est pas énorme, hein, 400 litres, ça se remplit relativement vite. Et puis surtout, cette matière, en fait, quand la matière molle, humide, est trop tassée, trop compacte, et qu'elle est privée d'air, elle va fatalement pourrir. Ou pour la tonte, elle va fermenter, et ça dégage dans ce cas-là des mauvaises odeurs. Ce sont des bactéries anaérobies, c'est-à-dire qui vivent en milieu privé d'oxygène, qui vont se développer et qui génèrent ces mauvaises odeurs. La tonte, en fermentant, va dégager du méthane, là aussi risque de mauvaises odeurs, ou milieu propice également au développement de petits moucherons, des drosophiles, qui sont des petits moucherons parfaitement inoffensifs, mais qui, lorsque la matière organique pourrit, faute d'une oxygénation suffisante, eh bien, trouvent un milieu propice au développement de leurs larves. C'est pas dangereux, mais c'est embêtant à commencer pour vous en tant qu'utilisateur et ça peut être embêtant pour votre voisinage. Donc, pour éviter ces nuisances-là, il est important d'équilibrer d'un côté les matières molles, humides, riches en eau, et de l'autre d'apporter presque la même quantité de matière dite sèche avec les feuilles mortes, le broyat dans l'idéal ou le carton brun découpé en morceaux, parce que cet apport de matière carbonée va permettre de structurer le compost, éviter que les matières molles ne se tassent, ne se compactent trop, et donc en favorisant la circulation de l'air, de l'oxygène, eh bien, accélérer le processus qui sera plus efficace, plus rapide, et limiter les risques de nuisances que je viens d'évoquer. Parce que s'il y a un secret lié au compostage, là je vais vous livrer un secret en direct, à mon sens en tout cas, ce secret, eh bien, c'est l'oxygénation. Le processus de compostage, c'est vraiment l'alliance à la fois du travail mécanique des micro-organismes qui viennent du sol et qui vont, en s'en nourrissant, fragmenter ces déchets, mais également allié à l'oxygène de l'air qui, comme son nom l'indique, va oxyder cette matière organique et donc participer à sa dégradation et à sa transformation en compost. Pour la tonte, j'insiste un peu sur ce point parce que, puisque manifestement vous êtes tous en pavillon et que vous avez peut-être tous plus ou moins des surfaces engazonnées, comme ça peut très vite faire des gros volumes, la tonte, là aussi, c'est comme les déchets alimentaires, c'est de l'eau, hein, à 80-90%. Pour éviter d'encombrer votre composteur et pour éviter justement, si vous manquez un peu de matière carbonée, d'avoir une matière qui va fermenter avec la chaleur, devenir pâteuse et un peu nauséabonde, le conseil que je vous donne, c'est de laisser, quand la météo le permet, cette tonte en tas sécher juste 48 heures ou 72 heures à l'air libre. Elle va perdre déjà énormément d'eau par évaporation et elle va perdre surtout beaucoup de volume. Donc, elle va se dessécher, perdre du volume et du coup, vous pourrez l'incorporer plus facilement à votre compost sans l'encombrer dès que vous aurez tondu votre pelouse. Mais n'oubliez pas quand même que la tonte, ça n'est pas de la matière carbonée. Il faudra équilibrer cet apport avec soit des feuilles mortes si vous avez pu faire un stock durant l'automne et l'hiver, soit du broyat dans l'idéal si vous avez des travaux d'élagage et que vous pouvez broyer ou faire broyer le produit de l'élagage de vos haies ou d'un arbre que vous seriez amené à élaguer ou à battre si ça devenait nécessaire. Ou enfin, comme je vous le disais, avec du carton brun recyclé, qui est un très bon palliatif et qu'on peut très facilement se procurer au quotidien. Voilà donc pour un petit conseil lié au compostage en jardinage, en pavillon, pardon. Un autre conseil que je vous donne également, parce que j'ai bien conscience qu'avec le matériel que GPSO vous fournit gratuitement, c'est plus un moyen en fait de vous inciter à vous mettre au compostage. Ça ne permettra pas peut-être de composter la totalité de vos déchets verts dans votre jardin, surtout si vous avez un grand jardin avec des arbres, des arbustives, beaucoup de massifs de fleurs ou des zones de pelouse ou engazonnées importantes. Néanmoins, sachez que
toute cette matière organique peut se composter naturellement et être utilisée également en paillage. C'est-à-dire que ce qui n'entrera pas dans votre composteur, et moi ce que je vous invite à faire, c'est à mettre dans votre composteur d'abord vos déchets alimentaires plutôt que de les jeter dans les ordures ménagères pour éviter que ce soit brûlé, et compléter avec une partie de vos déchets verts pour ce qui sera gérable par le composteur. En revanche, si vous jardinez, eh bien, par exemple, la tonte, mais aussi les feuilles mortes, peuvent être utilisées en paillage. L'intérêt du paillage, c'est que vous allez protéger le sol d'abord du lessivement en cas de grosses intempéries, c'est-à-dire que la pluie entraîne la terre et tous les éléments importants et intéressants de la terre. Vous protégez les plantes les plus fragiles durant l'hiver du gel, tout simplement, notamment vos plantes potagères ou vos massifs de fleurs. Vous pouvez les pailler avec voilà, de la tonte ou des feuilles mortes quand elles commencent à apparaître au début de l'automne. Et puis, quand on arrive à cette période-là, c'est-à-dire au printemps et à l'été, eh bien, en paillant le pied des végétaux les plus fragiles ou les plus gourmands en eau, vous maintenez un bon taux d'humidité au pied du végétal, ce qui permet d'une part de limiter l'arrosage, donc de faire des économies d'eau, et d'éviter également que la plante ne souffre trop des excès de chaleur. Vous savez tous que depuis quelques années, on connaît chaque été des périodes de canicule où on dépasse les 35 ou 40 degrés à l'ombre. Donc, c'est un moyen aussi de valoriser ces biodéchets, ces déchets de jardin, sans forcément les mettre dans le composteur. En tout cas, ça vous évite d'avoir à les apporter en déchetterie et a fortiori de les mettre dans les ordures ménagères, ce qu'on n'est pas censé faire. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, Alban, voilà, suite à Et mon non, pour l'instant, intervention. il n'y a pas de questions. N'hésitez D'accord, pas, je le répète, si vous voulez par exemple intervenir à l'oral. Ah, si, il y a Valérie qui lève la main. d'accord. Je vais laisser la parole. Je conclurai quand même aussi sur l'usage du compost parce que le but du jeu, c'est pour la collectivité de réduire le volume des déchets ménagers, même si pour les déchets verts de son jardin, quand on habite en pavillon, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de collecte de ces déchets, en tout cas à l'heure actuelle sur le territoire de GPSO. Néanmoins, on peut composter facilement ces déchets alimentaires pour les déchets d'origine végétale. Donc ça, c'est un intérêt pour la collectivité parce que moins il y a de déchets à collecter, eh bien moins cela nécessite de mettre en place des tournées de collecte de ces déchets et donc l'impact à la fois économique et environnemental est moindre. Et puis surtout pour les personnes qui compostent, vous récupérez ce compost qui n'est ni plus ni moins qu'un terreau organique, c'est-à-dire la nourriture qu'on apporte aux plantes qui sont des êtres vivants et qui ont besoin, comme n'importe quel être vivant, d'être nourris pour pouvoir poursuivre leur croissance, développer leur feuillage, leur floraison ou leur fructification pour les plantes potagères notamment qui sont très gourmandes en azote en particulier. Donc oui, il y avait une Bon. question, Alban. Alors, il y avait une question du coup de Régis qui demandait que faire du contenu du composteur quand il est plein. Mhm. Est-ce que tu répondais un petit peu et après je laisserai la parole à Valérie pour qu'elle puisse D'accord. intervenir à l'oral. Donc je vous ai dit voilà ce que c'est que le compost, hein. Il faut compter quand même au minimum 6 à 9 mois pour commencer à avoir du compost mûr avec un composteur classique qu'on pose à l'extérieur dans son jardin sur une surface en terre ou en herbe. C'est un peu plus long qu'avec un lombricomposteur par exemple. Tout simplement parce que durant l'hiver, la période froide, tous les petits micro-organismes, ils rentrent un petit peu en dormance, en latence, hein, ils se protègent du froid dans le sol et donc le processus de compostage ralentit. Alors que dès que le printemps arrive et que les températures augmentent, ça accélère le processus de fermentation, le développement de tous les micro-organismes qui vont participer au processus de compostage. Et donc du coup, au bout d'un moment, en fait, si durant l'automne ou l'hiver, vous voyez le niveau de votre composteur augmenter, petit à petit, à mesure que les températures vont elles aussi augmenter, vous verrez au contraire qu'avec l'évaporation de l'eau d'une part et le travail des micro-organismes plus l'oxygénation, il va y avoir une sorte de stabilisation, d'étiage et le niveau va même commencer à diminuer. Et donc, eh bien, quand son composteur est plein, la technique habituelle quand on dispose d'un seul bac, c'est que, évidemment, vous aurez en surface les déchets frais les plus récents que vous aurez mis, donc qui ne seront pas encore compostés. En revanche, en partie basse du composteur, vous aurez les déchets les plus anciens et les plus en contact avec le sol, qui, eux, au bout de, on va dire 6 à 9 mois minimum, mais en général, il faut quand même compter plutôt entre 9 et 12 mois pour avoir du compost mûr, c'est-à-dire prêt à être récolté. Et le compost est mûr quand on ne reconnaît quasiment plus du tout la nature des déchets qu'on y a mis. Dans un lombricomposteur, voilà ce que ça représente en fait. Ça ressemble ni plus ni moins qu'à du terreau, à de la terre, alors plus ou moins humide ou plus ou moins sèche. Et bien quand on ne reconnaît quasiment plus la nature des déchets qu'on y a mis, et comme je vous l'ai dit, c'est à peu près 12 mois, on peut ouvrir la trappe qui se trouve en partie basse de votre composteur. Tous les composteurs sont équipés à minima sur une des façades de 2 panneaux mobiles, un panneau haut
qu'on peut retirer ou ouvrir pour pouvoir intervenir plus facilement dans le composteur quand on a besoin de brasser, justement, comme je vous le disais, pour oxygéner cette matière, accélérer le processus, éviter qu'elle ne pourrisse. Mais vous avez également un panneau en partie basse qui peut s'ouvrir indépendamment du panneau haut. Et donc, en ouvrant ce panneau en partie basse, eh bien, vous allez voir la matière compostée qui correspond aux apports les plus anciens quand vous avez démarré votre composteur. Et vous pouvez simplement, avec un plantoir par exemple, ou un transplantoir, ou une paire de gants, ou une petite pelle, peu importe, récupérer ce compost en partie basse. Je vous conseille de mettre sur le devant du composteur une bâche plastique ou un sac poubelle, par exemple. Et en récupérant ce compost, alors c'est un peu compliqué d'aller vers le fond du composteur s'il n'y a pas une autre trappe à l'arrière, mais c'est le cas pour les modèles que nous proposons. Vous pouvez ouvrir en partie haute et en partie basse, à l'avant et à l'arrière du composteur, le dispositif. Eh bien, vous allez pouvoir récupérer ce compost mûr et les déchets un peu plus frais ou en cours de compostage qui sont dans les parties supérieures vont tout simplement descendre petit à petit progressivement et continuer leur processus de dégradation et de compostage. Et ce compost, c'est un amendement, c'est le terme technique exact. Ce n'est pas tout à fait un engrais, donc, c'est un amendement, c'est vraiment un terreau. C'est-à-dire de la nourriture qu'on va pouvoir apporter au sol et donc aux plantes qui vont puiser ce dont elles ont besoin quand elles en ont besoin. Deux solutions, soit on le répand en couches de quelques centimètres au pied de n'importe quel type de végétal, en privilégiant quand même les végétaux les plus fragiles et les plus gourmands, notamment en azote, en nutriments, en carbone, en minéraux, comme les plantes potagères, ou ces petits pieds de tomates cerises ou de framboisiers. Vous n'êtes pas obligé de mélanger, d'incorporer, avec la pluie ou l'arrosage, ça va s'incorporer naturellement au sol, à la terre. Soit si vous avez des plantations à faire, et là c'est la saison, on est encore en pleine période de plantation ou de semis, eh bien vous pouvez utiliser ce compost comme un terreau, c'est-à-dire en mélangeant environ 50% de terre végétale avec 50% de compost, et vous aurez un mélange riche, mais pas trop, qui va favoriser la pousse de vos semis, ou favoriser donc vos nouvelles plantations, ou le rempotage également, éventuellement, de plantes en pot. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. J'active le micro de Valérie. Oui, bonjour Valérie. Oui, bonjour. C'était par rapport au paillage, quand Oui. justement on a des feuilles mortes et puis donc un peu de tonte de gazon. Donc en fait, à ce moment-là, parce que moi, j'ai déjà un composteur, je l'utilise effectivement pour les déchets Alimentaire, végétaux verts alimentaires, auxquels effectivement je mélange un tout petit peu de feuilles mortes et puis, enfin pas un tout petit peu, mais voilà, j'essaye d'équilibrer avec des déchets bruns. C'est bien. Et effectivement, on a aussi par ailleurs pas mal de feuilles mortes qu'on ramasse à l'automne et puis de la tonte. Donc ça, pour faire je connaissais pas enfin voilà, c'est la première fois que j'entends parler de ça, donc ça m'intéresse. Donc le système pour faire un paillage, ce serait de les laisser un petit peu à l'air libre dans le jardin, c'est ça? Mélanger les feuilles mortes d'hiver dernier et puis le produit de la tonte, les laisser un petit peu sécher au soleil, enfin bon, en espérant qu'il pleuve pas dessus, et puis après les répandre au pied des arbustes, c'est ça? Alors, oui, non. En fait, quand j'ai suggéré de laisser sécher la tonte, c'est si vous voulez l'incorporer au composteur, parce que vous pouvez avoir des gros volumes de tonte et vous risquez d'encombrer, déjà de saturer votre composteur rien qu'avec une seule tonte, ce qui n'est pas l'objectif. Donc, si vous voulez composter cette tonte, le conseil que je donnais, c'était effectivement de la laisser sécher 48 heures ou 72 heures pour qu'elle diminue vraiment en volume et qu'elle perde de l'eau. Mais sinon, vous pouvez simplement la laisser au pied de vos massifs de fleurs, de vos arbres, de vos arbustes, peu importe. Elle va se dessécher d'elle-même, mais elle va protéger ces végétaux, notamment des excès de chaleur, et limiter le besoin d'arrosage, parce qu'elle va maintenir l'humidité au pied du végétal durant le printemps ou l'été. Pour les feuilles mortes, moi je vous conseille pour votre composteur de les conserver au moins en partie au sec, si possible, pour continuer à avoir une source de matière carbonée afin de bien faire cet équilibre que vous faites sans doute déjà dans votre composteur durant l'hiver, durant l'automne et jusqu'au printemps. Mais on peut aussi les utiliser en paillage, bien évidemment, quand il commence à faire froid, à l'automne ou en hiver, pour les végétaux les plus fragiles de votre jardin. Donc le fait de faire sécher la tonte, c'est surtout pour diminuer le volume, si vous voulez l'incorporer au composteur. Mais sinon, vous n'êtes pas obligé de la faire sécher. Et un autre conseil pour rebondir sur votre question, moi, ce que je vous conseille, notamment si vous avez une grande surface engazonnée, c'est d'utiliser une tondeuse mulcheuse, c'est-à-dire de pratiquer le mulching. Le mulching, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne sauraient pas, c'est le simple fait de tondre en fait l'herbe de manière assez rase
est de découper cette tonte en tout petits morceaux, très très fins. Et en fait, la tondeuse, au lieu de récupérer la tonte dans un bac ou dans un sac qu'ensuite on est obligé de vider d'une manière ou d'une autre, eh bien, l'herbe va se retrouver répandue, très finement coupée sur l'ensemble de la surface que vous venez de tondre. Et le gros intérêt, c'est que d'abord, vous n'avez plus besoin de vous occuper de cette tonte, mais en plus, cette tonte, en pratiquant donc le mulching, ce mulch, il va enrichir le sol, donc il va se composter naturellement, il va attirer tous les vers de terre qui se trouvent dans le sol qui vont venir s'en nourrir. Et ces vers de terre, en remontant à la surface dès qu'il pleut et que le sol devient un peu plus meuble, eh bien, ils participent à l'aération, à l'oxygénation du sol. Ils vont venir se nourrir de ce mulch, de cette tonte très finement coupée à la surface de votre gazon. Et ce qu'on appelle les crottes de vers de terre ou les turicules, ces espèces de petits tortillons qu'on voit à la surface, eh bien, ce sont ni plus ni moins que les déjections des vers de terre, mais qui sont extrêmement riches en nutriments, en azote, en tout un tas d'éléments nutritifs qui, du coup, favoriseront en plus la beauté et la bonne santé de votre pelouse. Donc voilà, on peut utiliser n'importe quel type de déchets verts ou bruns, comme les feuilles mortes, le broyat, la tonte, mais ça peut être également, on utilise parfois des cosses de fèves, de quinoa, etc., pour pailler des surfaces potagères, par exemple, ou des massifs de fleurs. Mais le plus efficace, si vous avez une grande surface engazonnée, plutôt que de vous enquiquiner à utiliser le produit de la tonte, c'est d'utiliser une tondeuse mulcheuse, c'est-à-dire de pratiquer le mulching, ce que font les Anglais, et Dieu sait qu'ils sont amoureux de leur gazon, notamment sur les golfs, parce que ce faisant, vous facilitez la tâche si vous avez une grande surface engazonnée, et vous allez améliorer encore la qualité de votre sol et la beauté de votre gazon. Voilà. D'accord, J'espère avoir merci beaucoup. répondu. Je vous en prie. Oui, tout à fait, merci. Bon compostage, Valérie. Merci. Alors, il nous reste 3 minutes, on approche de la fin. Je mets juste en lien un petit questionnaire de satisfaction pour avoir vos retours. Et puis, n'hésitez pas, voilà, si vous avez encore une question, il nous reste quelques minutes avant de vous quitter pour cette matinée. Juste repréciser, donc, si vous ne disposez pas encore d'un composteur, vous pouvez faire une demande par le numéro gratuit, donc je le répète, le 0800 10 10 21, ça vous sera rappelé à l'issue de l'atelier et de toute façon de toute cette journée du forum Rénov Habitat, ou vous allez sur le site internet de GPSO, de Grand Paris Seine-Ouest, mais le plus simple pour le compostage, c'est quand même d'appeler ce numéro gratuit. Je vous invite d'ailleurs à aller sur le site internet de GPSO, parce que vous aurez, en tapant compostage GPSO comme Grand Paris Seine-Ouest, vous tomberez sur la page dédiée au compostage et vous verrez toute l'offre de compostage donc, de notre collectivité. On a mis des liens vers des tutoriels, également le petit guide dont je vous parlais, ce petit guide du compostage, il est téléchargeable gratuitement sur notre site internet. Et puis, pour les personnes, alors je crois que ce n'était pas le cas, mais qui habiteraient en appartement et qui voudraient lombricomposter, on propose des lombricomposteurs qui sont des composteurs d'appartement. C'est ce dispositif que vous voyez sur ma gauche. Il y en a un qui est conditionné donc avec l'emballage en carton, la petite ficelle bleue, et vous le voyez également monter. Ça n'est pas très très encombrant. Ça permet de composter sur son balcon éventuellement, mais surtout en intérieur, dans sa cuisine, son cellier ou son débarras, sans avoir besoin de mettre ces déchets en contact avec la terre. Et on les récupère à la Maison de la Nature et de l'Arbre de GPSO qui se trouve à Meudon, dans le quartier de Meudon-Valfleury. Et là encore, vous aurez par exemple, je vous invite vraiment à venir nous voir. On a réouvert au public depuis la semaine dernière, donc profitez-en. Les jardins sont ouverts en permanence la journée aux horaires d'ouverture de la structure. Et ces lombricomposteurs, on peut venir les récupérer sur rendez-vous à la Maison de la Nature et de l'Arbre, mais il y a également des ateliers qui maintenant ont pu reprendre en présentiel. Donc vous aurez toute la programmation des ateliers de la Maison de la Nature et vous en saurez un peu plus sur nos activités liées au développement durable et à toutes les actions de sensibilisation qu'on mène auprès du grand public, aussi bien adultes que enfants. Y a-t-il d'autres questions? Je n'ai pas l'impression, et il est 12h04. Eh bien, j'espère avoir répondu du coup à vos attentes, aux éventuelles questions. Vous incitez à vous lancer si jamais vous hésitiez encore et vous n'étiez pas encore équipé. Allez voir le site internet de GPSO. Vous pouvez aussi consulter l'Open Data de GPSO, ce sont toutes les données chiffrées publiques de la collectivité. Vous pourrez géolocaliser sur l'Open Data de GPSO tous les composteurs de quartier qu'on a installés sur l'espace public, tous les composteurs collectifs qu'on a installés en pied d'immeuble ou dans des écoles ou dans des crèches ou des EHPAD, et également avoir les données chiffrées sur le nombre de lombricomposteurs ou de composteurs qu'on a délivrés en pavillon depuis 2010-2011, date à laquelle GPSO a commencé à proposer du matériel de compostage.